Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Retrouvez l'émission L'Observatoire en Scorpion avec Maggie de Demoiselle Étrange. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Bien le bonsoir mes très chers enchanteurs. Je suis avec Maggie ce soir, donc je vous laisse en compagnie de Demoiselle Maggie pour sa magnifique émission L'Observatoire en Scorpion. À tout à l'heure Maggie. Merci Alina. Bienvenue chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'Observatoire en Scorpion. Ce soir à l'émission, je dis ce soir parce qu'il est 21h en France, n'est-ce pas? Et au Québec, par exemple, on est en fin d'après-midi. On pourrait dire plutôt milieu d'après-midi, il est 15h. Donc, bienvenue à vous tous et toutes. Donc, en première heure, je vais vous exposer mon sujet d'aujourd'hui, du mois, en fait. Nous allons parler de méditation, d'introspection. En ce beau mois de novembre, on arrive à la toute fin. Mois de novembre qui est un mois charnière, qui est où est-ce qu'on passe vraiment de nos activités d'été et de début d'automne. On se dirige vers des moments introspectifs avec l'automne. Ici au Québec, il n'y a plus de feuilles dans les arbres ou presque, il fait froid. Moi qui suis plus au nord, on a même eu une première petite bordée de neige qui reste. Et donc, ça nous amène tout doucement vers le solstice d'hiver. Donc, on voit la différence dans la lumière. Les jours sont plus courts, les nuits arrivent beaucoup plus tôt et tardent à nous quitter le matin. Donc, tout cela nous amène vers un moment d'introspection où est-ce qu'on ressent le besoin de vivre un peu plus de cocooning, de se remettre à nos petits projets à l'intérieur. Et donc, c'est ça. Au travers de ça, on devient un peu plus méditatif. On en profite pour ça. Et donc, voilà pourquoi on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, en première heure, je vous parle un peu de mes petites trouvailles, de mes réflexions et tout ça. Et on va se quitter un peu pour un peu de musique et revenir pour échanger avec vous. Donc, au courant de l'émission, vous pouvez utiliser le chat. Alina va prendre en note vos questions et on va tenter d'y répondre
au mieux de nos connaissances dans la deuxième heure. Donc, vous pouvez parler, oui, du sujet. Vous pouvez aussi nous partager vos impressions, vos commentaires et tout ça. C'est pas obligé d'être des questions. Tout ça pour alimenter la discussion. Et c'est ça. Donc, la deuxième heure sera pour ça. Et je vais avoir les yeux sur le chat aussi pour pouvoir mieux vous répondre à ce niveau-là. Donc, voilà un peu le menu pour ce soir. Méditation qui vient du latin meditare, qui signifie contempler. Donc, c'est un état contemplatif dans lequel on établit un espace et donc voilà, contemplation, se contempler soi-même, l'intérieur de nous, mieux se connaître et contempler aussi la nature, tout ce qui est externe à nous, nos interactions aussi avec les autres. Il y a plein de choses à contempler, en fait. Donc, quelle est notre perception occidentale de la méditation? On nous a beaucoup parlé ici, c'est ça, dans notre monde occidental, on parle beaucoup d'une méditation où est-ce que on doit atteindre un but qui est une absence de pensée, qui est une clairvoyance de l'esprit. Et c'est un état qui est pas facile à atteindre. On pourrait parler de l'art de ne penser à rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas nécessairement facile à faire. Mais la méditation, c'est pas juste ça. C'est aussi m'engager vers contempler ma propre perception des choses, les impressions que je peux avoir vécues au courant de la journée ou des semaines, tout dépendamment à quel moment que je décide de méditer. Et on s'aperçoit, c'est ça, que c'est pas nécessairement facile de faire ça. Et pourtant, même si on nous parle de ce type de méditation-là, qui nous demande de taire un peu nos pensées, on va parler de pensées un peu négatives ou comment qu'on appelle ça aussi, qui viennent un peu brouiller l'esprit. Il y a d'autres manières d'aborder aussi la méditation et ça nous amène, on va explorer ça ensemble aujourd'hui, et ça nous amène, je trouve, à un éventail plutôt intéressant, à élargir cette idée de la méditation. Parce je reviens toujours à ce mot qui m'interpelle vraiment beaucoup, qui est la contemplation. Donc, une des définitions de la méditation, puis là, je vous invite aussi à m'envoyer votre propre définition. C'est quoi pour vous la méditation? Je vous invite à le partager comme ça, avant même que je vous envoie des idées là-dessus, pour qu'on puisse justement dans la deuxième heure y revenir à ce côté de définition-là de la méditation. Puis c'est ça, donc n'hésitez pas, on va vous lire puis revenir là-dessus tantôt. Donc, d'une part, un peu qui va dans la même veine de qu'est-ce que je viens de vous dire, il y a l'entraînement de l'esprit. Arriver à un éclaircissement de l'esprit
à pas avoir l'impression qu'il y a des idées qui nous traversent sans qu'on les ait invitées. Surtout au niveau des pensées négatives. Donc, un entraînement de l'esprit et certaines personnes qui encouragent la méditation, qui partagent sur la méditation, vont parler même de quelques secondes. Si une journée tu médites puis que tu arrives à quelques secondes à avoir une pensée claire de tout ça et que la journée suivante c'est quelques secondes de plus, mais c'est quelque chose, c'est comme une réussite en fait à ce niveau-là. Mais encore, on n'est pas tous des moines, on s'entend. On a la plupart d'entre nous, je suis certaine que les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, moi-même, j'ai 2 enfants, j'ai un travail, j'ai des projets. Je suis plutôt, quand que je prends un moment méditatif, je suis plutôt à contempler le moment présent. Ça, c'est une idée qui m'aide beaucoup à avoir cet éclaircissement-là. Donc, c'est sans forcer. On va s'asseoir et on va juste être là. Puis, forcément, il y a les choses de la vie de tous les jours qui vont nous traverser l'esprit. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas vouloir nécessairement les mettre de côté, mais de les accueillir et des fois de juste régler la petite affaire. Qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Et de régler la chose, puis ensuite, l'idée s'en va et on peut continuer à tendre vers cet état-là qu'on recherche. Puis, donc, c'est ça. Puis ça nous amène à notre moment présent. Quand on règle ces petites choses-là, on peut tomber dans un état contemplatif. Et même encore, je pense qu'il y a des petites choses qui peuvent arriver comme ça. C'est parce que, tu sais, je parle du souper, là, on parle de quelque chose. Mais ça peut être une lecture qu'on a fait dans les derniers jours, puis qui se réinvite. Puis je pense que c'est important de pas vouloir la mettre de côté parce qu'elle peut nous amener à un état méditatif. Elle peut nous amener à une contemplation de nous-mêmes parce que je pense que quand on médite aussi, c'est pour mieux se connaître. C'est pas juste pour tout tasser, mais c'est aussi pour, c'est ça, pour nous regarder en nous-mêmes et explorer notre idée, notre système de valeurs au niveau, c'est ça, de ces questionnements-là qui peuvent ressurgir. Parfois, pour ma part, quand j'ai des échanges avec d'autres humains, des fois, je reviens dans ces moments de méditation, des fois qui sont même spontanés, hein. En faisant la vaisselle, par exemple, je trouve que c'est une activité où est-ce qu'on met les mains dans l'eau chaude et qui est une activité plutôt monotone, mais c'est un moment où est-ce que des fois je vais penser, c'est ça, aux échanges que j'ai eus avec mes enfants, avec ma famille, avec les amis, ou même de penser à quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai pas vu et de contempler un peu cet échange ou ce non-échange-là et ce que ça fait surgir en moi dans mes questionnements ou mes envies. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui arrive comme ça dans ma pensée, telle personne, ça fait longtemps que je l'ai pas vue et que je me mets à penser à cette personne-là, ben, à un moment donné, je remarque que peut-être que ce serait un bon moment pour l'appeler, prendre des nouvelles, ce genre de choses-là. Et je trouve que c'est dans ces moments-là où est-ce qu'on se permet d'être en plein là, dans le nettoyage de la vaisselle, par exemple, où est-ce qu'on peut retrouver ces petits moments de réflexion que, selon moi, je trouve qu'on peut appeler aussi un état méditatif de réflexion profonde,
où est-ce qu'on explore à fond, c'est ça, notre ressenti par rapport à quelque chose qui nous interpelle sur le moment, qui vient à nous sur un peu comme un cheveu sur la soupe, on pourrait dire. Donc, c'est ça, il y a ces états-là qui sont beaucoup plus simples, qui peuvent arriver à n'importe quel moment, des moments choisis ou à des moments qui sont un peu monotones, où est-ce qu'on peut laisser notre esprit se promener un peu. Mais il y a d'autres états méditatifs et introspectifs qu'on peut provoquer. Donc, on rentre un peu dans cet univers un peu plus magique. Et comme par exemple, je sais pas si c'était avec vous, j'en avais parlé, mais j'ai le 1er novembre, qui est la fête des morts, j'allume mon premier feu dans mon poêle à bois. Et donc, c'est un peu pour moi comme une ouverture, une réouverture de ce temps d'introspection et de méditation qui va être beaucoup plus fréquente. Et donc, c'est à chaque fois que je vais allumer un feu pour me réchauffer ou presque rendu le soir, après avoir fait mon travail, après avoir fait le petit ménage de la journée, de la maison, j'arrive devant mon poêle à bois et je l'allume et je passe un moment là à regarder le feu s'allumer, cette magie s'opérer. Et je suis très présente dans ce moment-là. Et donc, pour moi, il y a le feu. Ça peut être une chandelle pour vous. Prendre un moment à la chandelle, boire votre tisane à la lueur de la chandelle. Ou encore, on pourrait utiliser la voix, faire chanter un peu, chantonner. On pourrait utiliser un instrument de musique. Je vous ai déjà parlé de mon tambour, justement. Je vais vous le faire. Il est juste à côté de moi. Il est toujours proche de où est-ce que je fais mes travaux. Et donc, pour moi, ce soir être avec vous, ça fait partie de mes travaux, veux pas. Et donc, il est tout près de moi. Et ça nous amène, c'est ça, c'est une autre manière de nous transporter dans des états méditatifs. Pour certaines autres personnes, ce sera l'art, le fait de prendre le temps de dessiner, colorer, écrire aussi de la poésie. Tout ça sont des états méditatifs et ça nous rend disponibles aussi à ce qui peut se manifester à nous. Il y a pas une artiste, il y a une écrivaine. En fait, c'est une chercheuse. Elle était spécialisée, elle était parce qu'elle est maintenant décédée, mais il y a une personne, une stagiaire qui a suivi ses travaux et qui continue de promouvoir ce que cette personne fait. Et ça s'appelle The Ecstatic Experience. Je ne sais pas si on peut le trouver en français. Mais moi, j'allais en anglais ici. Elle a même un CD qu'on peut mettre, c'est ça, qu'on peut mettre dans le lecteur CD. Et donc, il y a une musique, c'est des rythmes de trance, en fait. Donc, la trance, c'est un peu comme une étape un peu plus loin dans les états méditatifs. Vous l'avez peut-être expérimenté si vous pratiquez la méditation, si c'est quelque chose qui vous interpelle. Des moments, des fois, qu'on peut avoir l'impression de se retrouver entre le moment présent et le rêve, l'onirique. Des fois, on se retrouve un peu entre les deux. Et donc, il peut se passer, il peut avoir des visions qui nous arrivent, ou on peut avoir aussi
des sensations physiques à ce niveau-là. Et en fait, l'intérêt de ce livre-là, The Ecstatic Experience, qui a été écrit par Belinda Gore, mais comme je vous dis, elle, c'est la stagiaire de la personne du travail, en fait, de Felicitas Goodman. OK, c'est la personne qui a fait ces recherches-là. Et vous pouvez aussi trouver, je pense, sur Internet, il y a une page Internet qui met de l'avant cette exploration-là. Et donc, je vais vous en parler plus avant parce que c'est tellement intéressant. Je l'ai pas expérimenté encore. Ça va arriver, j'imagine, cet hiver. Pour moi, l'été, c'est ça, hein. C'est un état c'est un moment, l'été, qui est tellement effervescent que je pense, j'ai moins de moments de méditation. Je sais pas pour vous, vous me donnerez votre opinion là-dessus. On va vous lire tantôt. Est-ce que vous avez des moments dans l'année où est-ce que vous avez plus envie d'explorer la méditation? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous êtes moins dans cet état-là? Moi, personnellement, je suis moins méditative l'été. Je suis plus dans l'effervescence. J'ai un état de contemplation de la nature, mais c'est dans un but d'échange avec la nature. Je suis plus en observation. Et à l'hiver, quand on arrive à l'hiver, où est-ce que les animaux sont partis hiverner, qu'il y en a qui sont partis voyager au sud pour passer l'hiver, c'est beaucoup plus tranquille. Et je suis moins dans l'observation extérieure. Quand que je vais dehors, je vais plutôt écouter le silence. Surtout le soir, quand il y a eu une neige, il y a une espèce de silence extraordinaire. Je sais pas en Europe si vous touchez à ça comme ici au Québec, mais oui, il y a un silence vraiment assez transportant. Donc c'est ce que j'écoute. Puis on entend juste les craquements des branches. Donc c'est ça. Ça nous amène tellement dans un état intérieur. Que c'est ça, on a les yeux quasiment qui vont un peu dans le flou, là, puis ça nous ramène en nous-mêmes. Mais pour en revenir à ce fameux livre que je tiens dans mes mains depuis tantôt, en fait, Madame Goodman a, c'était une chercheuse qui était affiliée à une université, puis en psychologie, et elle s'est intéressée aux trans parce qu'il y a des peuples, des communautés encore aujourd'hui qui explorent un peu ça, mais elle s'est intéressée aux statuettes antiques, à toute l'imagerie antique, puis s'est demandé c'est ça, a remarqué des postures qui reviennent, ce genre de choses-là. Puis c'était déjà, c'est des statuettes ou des imageries qui sont très spirituelles pour les peuples. Donc on vient à se demander, mais pourquoi cette divinité, pourquoi ce personnage a une posture X? Et elle a commencé avec des amis qui baignaient un peu dans la spiritualité. Ils ont exploré ces postures-là et se sont aperçus qu'ils vivaient des moments de transe et que même ces expériences de transe-là, les personnes vivaient même la même expérience en même temps. Et donc, quand ils s'en parlaient, de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient ressenti, les personnes qui étaient là avaient eu les mêmes sensations, le même visuel ou impression de leur esprit, tu sais, dans leur vécu à ce moment-là. Et donc elle a exploré plusieurs postures comme ça. Et donc, il est venu à promouvoir, en voyant que ça donnait vraiment un résultat sur le corps et l'esprit,
est venu, c'est ça, à approfondir ses recherches et à écrire, moi j'en ai un ici, The Ecstatic Experience, Healing Postures for Spirit Journeys, mais il me semble à mon souvenir qu'il y avait même un deuxième livre sur le sujet. Donc, on parle de méditation, mais on peut aller jusqu'à, c'est ça, explorer des postures. Donc ça, c'est une avenue qui a été documentée, à laquelle vous pourriez vous référer et explorer, qui va un peu plus loin que l'état méditatif. Mais encore, il y a des voies spirituelles qui explore la posture aussi dans un état méditatif. Je vais comme par exemple, on connaît tout le yoga, hein, mais je vous ai parlé peut-être, mais sinon je vous en fais part. J'ai une grande attirance vers la mythologie nordique. J'ai un grand respect au niveau des runes et des connaissances qu'elles portent, d'où elles viennent et ce qu'elles peuvent nous apporter dans nos réflexions. Il y a des livres extraordinaires sur le sujet. Et il y a je pense que j'ai mis mon livre un petit peu plus loin, mais il y a quelqu'un qui a écrit sur les runes et a élaboré, comme je pourrais dire, un yoga runique. Donc, quand on travaille sur une rune, on peut venir à faire des méditations, des explorations introspectives en utilisant la position qui nous rappelle la rune avec laquelle on travaille. Et donc c'est ça, c'est pas nécessairement toujours aussi confortable, hein? Si vous avez fait déjà un peu de yoga, il y a des postures qui sont moins confortables, mais qui demandent un peu plus de pratique, mais qui amènent une belle discipline aussi au travers de ça. Mais c'est ça, donc au niveau des runes, on peut venir à explorer un état méditatif en ayant même une posture. Donc, c'est intéressant de voir que on peut des fois avoir le corps juste dans un état passif pour laisser l'esprit s'envoler un peu, explorer, ou encore on peut challenger un peu le corps, mais se concentrer notre esprit. Je pense aussi que quand on n'est pas nécessairement confortable, ça nous ramène justement à cet état de ça nous garde un peu l'esprit concentré sur le corps, mais à un moment donné, quand on est plus ou moins comme en contrôle de cet inconfort-là, mais on pense pas au souper qu'il faut faire après, on pense pas au travail de demain, on pense pas ah oui, il faut que j'aille mettre le linge dans la sécheuse, ce genre de choses-là. Tu sais, on reste vraiment dans notre moment présent. Donc, c'est ça. C'est super intéressant d'explorer la posture à ce niveau-là. Au niveau de Demoiselle étrange, j'en parle parfois. Il y a une autre manière de méditer qui va être à l'extérieur cette fois-là, qu'on appelle le sit spot. Ça, c'est une avenue qui vient du Tracker School, qui est une école de survie aux États-Unis, mais au travers des apprentissages de survie en forêt, il y a des explorations aussi qui sont pas toujours au niveau de la survie du corps dans un état où est-ce qu'on s'est perdu en forêt, ce genre de choses-là, mais dans une optique de survie, mais intérieure aussi. Et de là vient l'idée du sit spot qui est de trouver un espace à laquelle on retourne le plus souvent possible, au mieux quotidiennement,
ou sinon on peut décider d'y aller dès qu'on peut y aller. Mais le set spot, c'est ça, c'est d'avoir un état contemplatif de la nature, mais toujours du même espace. On peut, si on s'en va chez la famille, puis qu'on décide de se retirer pour aller faire un set spot, puis que ça arrive juste une fois à cet espace-là, c'est correct aussi. Mais le fait d'être plus assidu nous permet de contempler un même espace, la même nature, mais de la voir aussi évoluer. Si je commence à faire mon set spot à un endroit et que je commence au printemps, bien, je vais venir à contempler à chaque jour l'évolution des plantes printanières et voir à quel moment elles laissent la place à l'été et à l'automne et à l'hiver. À un moment donné, on devient aussi tellement à observer tellement le même espace qu'on va dans le microcosme, où chaque petite roche, on sait où est-ce qu'elle est, et une journée elle est plus là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis donc on va avoir une vision très pointue dans le microcosme, dans le tout petit. Et on va avoir quand même notre vue globale au niveau des plantes qui sont plus loin, au niveau aussi des odeurs, de ce qu'on entend. En tel oiseau, on l'entend, aujourd'hui, on l'entend pas. Puis, donc, c'est ça, ça nous amène une espèce de discipline et d'avoir un lien qu'on peut développer particulièrement avec la nature. Et ça, c'est un état méditatif que je trouve absolument merveilleux, d'autant plus c'est ça, moi qui promouvois, qui encourage les gens à aller dehors, à explorer la voie de la magie naturelle, d'être proche de la nature, de développer un lien avec cette nature qui nous est chère. Et c'est aussi donc il y a quelque chose de rassurant aussi de retourner dans un espace qu'on connaît quand on a des états émotifs moins évidents. Par exemple, de retourner au même endroit. Donc ça laisse un petit peu aussi de notre énergie dans cet espace-là. À tous les jours. Donc, c'est ça. C'est une exploration qui est super intéressante à avoir. On n'a pas besoin d'aller faire 5 kilomètres de marche pour aller faire un set spot. Je vous dirais, quelqu'un qui habite en ville, il y a quand même des animaux qui habitent. Qui habitent proches. Il y a on peut même être sur notre balcon puis y trouver quelque chose qui est proche de la nature. Je sais qu'à Montréal, exemple, il y a quand même beaucoup de verdure. Souvent, on sort sur notre balcon, puis il y a quand même un arbre qu'on peut observer. On peut même avoir nos petites plantes en pot et tout ça et voir ce qui peut se passer. Donc, c'est possible aussi de pas avoir à faire des kilomètres pour aller à son set spot. Plus on a de distance à faire, moins ça nous tente d'y aller parce que ça prend du temps à y aller. Donc, plus c'est proche de chez soi, s'il y a un parc juste à côté, aller s'installer à un banc tous les jours ou presque, c'est excellent aussi. Ça n'a pas besoin d'être en pleine forêt sauvage. T'sais. Donc, juste vous spécifier ça aussi pour pas se donner des obligations qui finalement va pas nous encourager à faire. Je me racle un peu la gorge, je suis sur une fin de mini-rhume là qui se poursuit doucement là quand que je parle beaucoup comme ça. Donc c'est ça, pardonnez mon petit fond là qui se racle un peu. Donc on parlait de set spot, on a aussi l'observation du corps. Ça revient un petit peu à quand on parlait des positions du corps qui sont pas nécessairement confortables, mais on peut aussi être confortable. Hein? Ce qu'on connaît en général, s'asseoir en tailleur par terre
Puis aussi se concentrer sur sa respiration. Il y en a qui vont faire les méditations couchées aussi sur le dos. Je pense que ça s'appelle en français la position du corps mort en yoga, quelque chose comme ça. Donc, on est dans un état complètement relâché et où est-ce qu'on peut faire une observation très forte sur les sensations de notre corps. Pour avoir déjà fait des cours de yoga, c'est ça, à ce moment-là, ça arrive souvent à la fin des sessions de yoga où est-ce qu'on va monter, on est comme très dans le moment présent et on monte des orteils, les pieds, les jambes, les cuisses et on monte comme ça jusqu'au haut du corps où est-ce qu'on peut aussi se concentrer très fort sur notre respiration. Il y a des manières de respirer aussi qui nous rend très concentrés sur ça et donc sur le moment présent. Et malgré tout ça, en fait, j'ai eu un mentor, pas un mentor avec qui j'ai parlé personnellement. Des fois, on rencontre des livres des auteurs, on rencontre les livres des auteurs en fait, pas l'auteur en soi. Et on est très interpellé par ce qu'on apprend dans ces livres-là. Et pour moi, pour ma part, dans ce cas-là, je les appelle, pour moi, c'est des mentors. Même si j'ai pas de lien personnel avec ces personnes-là, ils font une différence dans ma vie. J'ai eu une expérience vraiment spéciale. Donc, un de mes mentors est Mathieu Ricard, qui est un ancien scientifique qui s'est converti au bouddhisme. Peut-être en France, vous connaissez plus qu'ici au Québec, malgré qu'au Québec, il est quand même pas pire connu. Quand je suis allée à sa conférence, d'ailleurs, c'était plein. Hein? Et c'est ça, il a donné une conférence là quelques années et j'étais allée pour l'écouter. Parce que j'avais lu ses livres et que j'avais trouvé cette personne très inspirante. Je trouve ça, ce qui est intéressant de ces livres, si vous en auriez un à lire, je vous dirais, sans l'ombre d'un doute, de lire Plaidoyer pour le bonheur. J'en ai déjà parlé dans certains lives de Demoiselles étranges. C'est pour dire comment que j'aime beaucoup ce livre. J'y retourne des fois, il est tout coloré, il y a plein de petits bouts de papier dedans et j'aime beaucoup aller relire ça et me rappeler l'importance justement de cet état méditatif qui nous amène vers un côté très positif du soi quand on règle nos petits conflits intérieurs et tout ça. Et là, je parle pas des personnes qui portent des stress et des anxiétés avec médication et tout ça, mais je parle des personnes qui ont, c'est ça, monsieur, madame, tout le monde, qui portent pas ce genre de grand fardeau-là, qui est un défi supplémentaire. Et c'est déjà quelque chose arrive, donc je fais la distinction pour pas mettre tout le monde dans le même panier. L'humain est tellement complexe, mais c'est ça, dans Plaidoyer pour le bonheur, Mathieu Ricard allie la science à l'art de la méditation et des pensées positives. Puis ça, je pense que la méditation peut nous amener justement quand on intègre des idées positives dans notre méditation, ça nous, c'est quoi le mot? Ça nous programme avec le temps, ça nous programme à être plus positif dans notre vision du monde de tous les jours. Et c'est ça, il y a des clés dans ce livre-là qui sont très intéressants. Et il y a une approche aussi scientifique, parce que la science s'est intéressée aux personnes qui pratiquent très fortement
des états méditatifs, surtout par rapport aux moines. Et donc, on pu constater qu'au niveau du cerveau, il y a vraiment une différence, un changement dans la chimie du cerveau qui s'opère. Et donc, c'est pas... oui, il y a un aspect magique à tout ça, mais c'est confirmé aussi par la science. Je suis toujours tellement... c'est là des fois que j'aime beaucoup la science quand elle vient confirmer ce genre de choses-là et qui c'est ça que ça vient nous confirmer des impressions qu'on a depuis des dizaines, des centaines d'années. Je sais pas pour vous, mais il y a est-ce que ça vous arrive d'être assis, ou même, tu sais, je parlais de faire la vaisselle tantôt, ou d'être assis puis d'arriver à penser à rien, mais tellement rien que quand on s'en aperçoit, qu'on a les yeux dans le flou, puis qu'on se dit, qu'on réalise qu'on pense à rien, puis là, il y a ce fameux espèce de petit cycle-là. Ah, je pense à rien. Ah, ben là, je pense à quelque chose, je pense que je pense à rien. Puis là, on revient, on revient comme à la vie. Moi, c'est un genre d'état qui m'arrive quand même assez souvent, que je m'aperçois avec le temps. Et je me suis rendu compte aussi que en discutant avec d'autres personnes, que c'est pas tout le monde qui arrive à avoir facilement cet état-là. Et de là aussi, je vous parle de toutes ces manières d'explorer la méditation parce que juste cet exemple-là, où est-ce que il y a même quelqu'un qui m'a déjà obstinée. J'étais dans mon salon, puis j'avais les yeux dans le flou, puis vraiment je pensais à rien, là, je vous jure. Puis la personne est arrivée, puis elle a comme fait, qu'est-ce que tu fais? Je me suis comme réveillée, j'ai fait le saut. J'ai comme fait, je fais rien. Ben, tu fais rien, à quoi tu penses, tu sais? Je suis comme, je pensais à rien. J'étais juste là. Puis la personne, elle m'a obstinée, elle est devenue même fâchée dans sa conception du monde. Cette personne-là a jamais touché à cet état-là. Et donc, dans son monde à elle, c'était impossible qu'on puisse penser à rien. Et c'est envenu, je sais pas, ça l'a vraiment comme, il y avait la personne, elle pensait que je lui mentais, que je voulais pas lui dire à quoi que je pensais, alors que je pensais pour vrai à rien. Donc, ça s'est réglé, là. On n'est pas resté fâchés pour le restant de la soirée, mais la personne, ça y a pris du temps comme à faire comme, peut-être que ça se peut. Puis moi, ça m'a fait réaliser que, hey, c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là. Puis parfois, j'ai la discussion aussi avec d'autres praticantes. Puis c'est pas facile pour tout le monde d'avoir cet état-là. Donc, des fois, tu sais, ce qu'on nous promouvoit là, d'être assis puis de penser à rien, puis d'arriver à penser à rien, il y a peut-être des personnes que ça les interpelle pas, qui sont pas faits pour ça, mais qui pourraient explorer la méditation de plein d'autres manières. Puis donc, j'espère que pour les auditeurs aujourd'hui, ce que je vous ai exposé un peu plus avant, que des fois, si vous aviez l'impression que ça ne concordait pas avec vous, que vous pouvez peut-être piger là-dedans, puis faire comme, peut-être que de telle autre manière, ça fonctionnerait pour moi. Il y a aussi des activités qu'on peut faire qui nous méditent, comme même des lectures. Je sais pas pour vous, je suis un rat de bibliothèque, je lis plusieurs livres à la fois, puis il y a des livres parfois qui demandent une certaine lenteur à lire, et en ce sens, je trouve qu'elle nous médite, qu'elle nous amène à une contemplation, à redéfinir un peu notre monde. Je vais lire un chapitre ou des fois, je vais lire juste une phrase ou un paragraphe, puis je serai pas capable de lire plus parce que j'ai besoin d'incorporer ce que je viens de lire. J'ai besoin
de voir dans mon univers, dans mon vécu, où est-ce que ça a pu s'appliquer, où est-ce que ça peut s'appliquer. Ça me permet aussi, même des fois, on dirait que ça règle des petits conflits que j'ai pu avoir ou des incompréhensions par rapport à une autre personne, l'agissement d'une personne ou d'un autre, ou même moi, des fois, la manière que je vais réagir. Des fois, je vais faire une lecture, puis je vais revenir à ce passé-là, puis je vais me comprendre ou je vais mieux comprendre l'autre personne. Donc, on arrive dans une contemplation, puis c'est pas que ça règle des choses à tout casser, mais ça nous permet, je pense que quand on fait cette exploration-là d'un passé avec nos lectures et tout ça, ben ça nous permet dans le futur d'être mieux équipés pour réagir à qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur si on vient à recôtoyer la personne ou à se retrouver confronté encore à une situation similaire. Parce que vous savez comme moi, hein, souvent quand il y a une leçon qu'on vient d'apprendre ou qu'on est en apprentissage drôlement, il y a des situations qui reviennent comme d'une manière cyclique dans notre vie. Puis des fois, on réagit de la même manière, puis à un moment donné, on s'aperçoit que ça revient tout le temps. Puis, on a des apprentissages à faire de ça. Et ces états, justement, où est-ce que des fois, on a une clé qui nous apparaît dans une lecture, ou des fois, ça peut être aussi par rapport à ce que quelqu'un nous dit. Hein. Des fois, on peut arriver dans une conversation, puis en ressortir, puis cette conversation-là nous médite dans les jours qui suivent parce qu'on y revient. Et là, des fois, quelque chose qui peut nous avoir un peu titillé, qui peut nous avoir fait réagir, ben, je pense que c'est important de se donner l'espace de contempler tout ce qui se passe en nous, la situation, pour la régler. Hein? Donc, pour moi, tout ça fait partie aussi de la méditation. Je regarde un peu mes notes. Il y a quelque chose à travers mes réflexions par rapport à la méditation. Je vis présentement, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vivent ça. Moi, je me rappelle toute petite, enfant. Je regarde mon garçon qui vient d'avoir 10 ans. Je me rappelle quand j'avais cet âge, là, quelques décennies, pas beaucoup, mais quand même, que j'avais pas accès, les écrans étaient pas aussi présents dans notre monde. Puis je me rappelle que j'atteignais facilement, très souvent, des états méditatifs. J'étais une grande lectrice, puis là, peut-être vous allez vous sentir, tu sais, que ça vous parle, ou peut-être moins, mais moi, pour ma part, j'étais une grande lectrice. Je faisais des casse-têtes. Y a-t-il quelque chose de plus méditatif que ça? Faire des casse-têtes de 1000, 2000 morceaux. Hein, ça nous amène dans un état, là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai plus le temps. Mais je me rappelle à quel point c'était des moments pour moi que j'aimais beaucoup. J'explorais beaucoup l'extérieur. Je m'amusais même à marcher lentement. Il y avait une espèce de de champ de framboisiers sauvages près de chez moi. Et pour moi, c'était un défi de passer au travers du champ ou d'aller chercher des framboises vraiment loin. Puis à marcher très lentement. Et pour moi, c'était donc j'avais beaucoup d'espace pour méditer, me faire méditer pour être vraiment dans le moment présent en tant qu'enfant. Et je trouve aujourd'hui, avec les écrans, j'observe notre monde d'aujourd'hui, j'ai mes enfants, je compare mon enfance à la leur, tu sais, on se pose beaucoup de questions. Et c'est ça, les écrans. Des fois, je trouve que quand il y en a trop,
j'ai ces réflexions-là parce qu'on est tous confrontés à ce problème-là, en guillemets, et à se questionner. Puis, je trouve que c'est ça, ces états de méditation-là qu'on a enfant, que j'ai eu la chance d'avoir, je trouve important de l'offrir aussi à mes enfants. Et je trouve que l'écran nous empêche d'être dans cet état-là. Tu sais, je pense que ça doit être consommé d'une manière responsable. Ça doit être un outil. Ça peut être aussi, ça peut être aussi un moment là de juste écouter un film en famille puis passer un bon moment, mais ça doit pas venir nous envahir. On doit pas laisser, je pense, nos enfants être envahis pour ça, parce que je regarde, c'est ça, j'ai envie de leur offrir ces moments où est-ce qu'ils peuvent explorer leur imaginaire, leur créativité et se connaître eux-mêmes. Donc, c'est ça. Je suis pas une marade terrible à ce niveau-là, mais c'est ça, en explorant la méditation ce mois-ci pour vous en parler. Puis c'est ça, en ayant cette réalité-là à gérer ces derniers temps, spécialement, je pense aussi avec le retour à l'intérieur, dans la maison, à être moins dehors et tout ça, ça nous ramène un peu à cette espèce de remise en équilibre au niveau, c'est ça, de ce qui est facile à... Tu sais, c'est facile juste s'installer devant la télé puis regarder les choses, mais aussi ça peut devenir un peu, ça peut nous empêcher d'explorer notre imaginaire et de se faire méditer par autre chose. Donc, c'est ça. Je tenais à en parler en tant que maman. Hein, je suis sûre que je suis pas la seule. Puis c'est ça. Puis c'est en tout respect, mais c'est les réflexions que j'avais à ce niveau-là. Parce que c'est ça, quand je pense à ça, mon premier rituel que j'ai fait, j'ai sauvé un oiseau. Il y avait un jeune oiseau. Il était quand même assez grand, mais il volait pas. Fait que je sais pas, j'ai jamais revu, je suis dans des groupes d'oiseaux sur Facebook, là. Puis j'ai jamais vu cet oiseau-là passer. Je sais pas c'était quelle espèce, mais c'est quand même un grand oiseau. Mais tu sais, plus gros, mettons, qu'un jet bleu ou un corbeau. Mais on voyait qu'il était jeune puis qu'il volait pas. Puis je l'avais ramené chez moi. Puis après 3 jours, ma mère elle m'a demandé de ramener dehors. Puis tu sais, ça a été un moment important pour moi. Puis c'est à ce moment-là aussi que instinctivement, j'ai eu, je savais pas quoi faire, je pouvais plus le protéger en l'amenant dehors. Et donc l'idée m'est venue de mettre des pierres une sur l'autre, de faire un petit monticule, puis de faire une déclaration solennelle du haut de mes 9 ans que tant que ça allait rester là, qu'il allait être protégé, tu sais, puis ça m'a fait du bien. Donc ça, c'est mon premier rituel, puis je pense que on peut pas faire ça quand que, tu sais, on pense pas à ce genre de choses-là instinctivement, quand on n'est pas confronté un peu, quand qu'on n'a pas passé tout ce temps-là à réfléchir, puis par soi-même et tout ça. Donc, tu sais, des fois, je pense à ça, puis je me dis, si je vois un enfant avoir cette idée-là par lui-même, tu sais, je me dis que, tu sais, l'enfant a atteint une manière de réfléchir, tu sais, qui est comme, qui est rassurante en quelque part. Tu sais, j'espère à toute notre jeunesse d'explorer ce genre d'expérience-là entre soi et soi-même, parce que, tu sais, moi, ma mère, c'était pas une pratiquante, j'ai jamais vu faire de rites, tu sais, ce genre de choses-là, j'ai vu personne autour de moi faire ça. Donc, c'est venu vraiment d'une manière instinctive, c'est venu, je pense, un peu de l'univers, des énergies qui m'ont guidée vers cette envie-là de faire, mais si je peux pas le protéger physiquement, qu'est-ce que je peux faire au niveau symbolique, tu sais. Donc c'est ça. Il nous reste, en fait, il est déjà 53. Écoutez, ça passe très vite.
il y avait d'autres petites choses que je vais parler avec vous, mais je vais peut-être les garder pour la deuxième heure. Des fois, si c'est ça, vous glissez quelques petits trucs comme ça, par-ci, par-là, au travers des questions qui vont surgir. Donc, si c'est pas fait encore, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, mais aussi au niveau de la magie naturelle, utilisez le chat. Alina va m'envoyer les questions pendant notre petite pause musicale et on va explorer tout ça ensemble dans la deuxième heure. Donc, est-ce qu'on va écouter ce qui s'en vient? J'ai choisi pour vous deux pièces que j'affectionne vraiment beaucoup. Une, qui a un lien un peu à la mythologie nordique. Donc, si vous connaissez le groupe Danheim, j'ai choisi pour vous Ymir. Et ensuite, une exploratrice de l'imaginaire et de la créativité, cet artiste que j'adore, Björk, qui va vous partager. Donc, on vous partage la pièce All is Full of Love. Donc, voilà. Alina, on peut partir. La musique, on se revoit, on se réécoute, on échange après ces deux pièces. À tout de suite, les amis. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Retrouvez l'émission L'Observatoire en Scorpion avec Maggie de Demoiselle Étrange. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Et oui, ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Donc ma très chère Maggie, c'est la suite, deuxième partie. Oui, merci beaucoup Alina. Ah, justement, cette magnifique pièce de Björk. En fait, je l'ai fait découvrir à Alina tantôt quand j'ai demandé de la faire jouer et pendant la pause, Alina m'a partagé les paroles et ça nous a donné envie de vous le partager, traduit évidemment. Hein? Donc, paroles de la chanson All is Full of Love. On te donnera de l'amour, on prendra soin de toi. On te donnera de l'amour, tu dois y croire. Peut-être que ça viendra pas des sources vers lesquelles tu as afflué. Peut-être pas à partir des directions vers lesquelles tu regardes. Tourne ta tête, tu dois y croire. Tout est plein d'amour. All is full of love. N'est-ce pas magique? Hein? On parle de l'élément eau, hein? Des émotions, on parle des directions. Oui, Björk a quelque chose de magique, vraiment. Et elle est connectée à cette source, selon moi. Donc, voilà. Deuxième heure ensemble. J'ai commencé à lire vos commentaires. Attendez un peu. Donc, vous allez m'entendre cliquer à gauche, à droite, parce que c'est ça. Vous avez commenté, vous avez donné votre avis et je veux vous lire, hein, et faire cet échange avec vous en cette prochaine heure. Donc, dans les premières questions, hein, c'est quoi pour vous la méditation? Robert qui nous répond, la technique de commencer par se concentrer sur sa respiration permet de faire taire les pensées. Pour Plotin ou Pluton, la méditation lui appelait ça, la conversion permet de se reconnecter avec sa nature réelle. Pour les platoniciens, néo-platoniciens, la nature réelle de l'humain est divine. Oui, on a tous une parcelle divine en soi. Je suis très d'accord avec ça. La respiration, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix de faire, hein.
je peux fermer les yeux, je peux ne pas entendre, mais la respiration, c'est quelque chose qui est obligatoire pour que notre corps fonctionne. Et donc oui, c'est quelque chose de très ancrant dans notre moment présent. Alors oui, la respiration, je suis très d'accord avec ça. Ça a quelque chose de transcendant. Il y a des techniques de respiration ou de chant qui impliquent beaucoup la respiration, qui deviennent des fois des défis, ce genre de choses-là. Je pense que c'est avec vous que j'avais parlé un petit peu de ça. Mais oui, la respiration est quelque chose de très important. C'est aussi une manifestation du feu intérieur. Hein? C'est l'air qui vient de l'extérieur est froid et on régule et on le sent à l'intérieur que ça l'alimente, notre feu. Donc oui, la respiration a quelque chose de... Quand on s'y arrête, qu'on y réfléchit, ça a quelque chose de vraiment important. Même dans la méditation, on a tendance, moi, quand je me mets vraiment en méditation, pas en faisant la vaisselle, là, on s'entend, mais quand que je m'installe pour une méditation, c'est quelque chose, je pense, qui vient un peu inné, hein, de calmer notre respiration et de prendre des respirations plus profondes. Oxy qui nous dit, c'est se recentrer sur son âme, atteindre un état de conscience altéré. Oui. Mimi qui complète, oui, se recentrer sur soi, exactement. On est un petit univers en soi, hein? On vit avec nous-mêmes, nos pensées nous appartiennent, donc de revenir à notre essence, c'est important pour pouvoir mieux s'épanouir ensuite, rayonner autour. C'est important de revenir, de se recentrer. Artémis qui dit entrer en contact avec notre soi intérieur. Voilà, c'est exactement ça. Amulus, pour moi, la méditation, c'est une manière de remettre de l'ordre en moi, comme si je rangeais les émotions et sensations dans mon corps. Et c'est aussi une manière de me concentrer pour explorer de nouvelles choses. J'espère ne pas être hors sujet, mais pas du tout, Amulus. Je crois que si, c'est ça, en écoutant la première heure, tu as dû te sentir interpellé parce que j'ai cette même idée que la méditation, c'est le thème de la méditation fait partie, c'est ça, c'est aussi se ranger nous-mêmes, comme tu dis, hein, remettre notre bibliothèque en ordre, se reconsulter, à aller retrouver nos valeurs, à aller retrouver nos anciennes réflexions, nos connaissances, puis les remettre à jour des fois. Donc oui, pour moi, ça fait partie de la méditation. Sylvain, un moment qui pour moi est individuel, permettant de se recentrer sur soi. Voilà. Robert qui complète, après on peut s'ouvrir à la contemplation, à l'introspection ou à la connexion avec l'univers ou le divin en fonction du but recherché. Oui, tout à fait. Une journée, je peux m'asseoir et m'apercevoir que que je vais naviguer dans une direction méditative et d'autres fois me faire surprendre par un état méditatif et que ça soit pas toujours le même but derrière ça. Donc, je pense que si on est capable d'avoir une certaine adaptation, puis c'est aussi de s'apercevoir que des fois on a des états, mais de s'apercevoir que ça a aussi une appellation de méditation, que finalement peut-être aussi qu'on est plus méditatif qu'on pense, tu sais, que on peut pas juste nommer méditation quand c'est un moment qu'on choisit, qu'on s'assoit pour ça, mais qu'on peut se faire surprendre aussi par ces états-là, que des fois, c'est ça, il arrive des petits moments où est-ce que là, on tombe dans cet état de réflexion-là, de contemplation, et c'est ça, qu'on est peut-être plus méditatif qu'on pense au final. Mimi qui réplique, cela permet un meilleur ancrage. Oxy qui répond, pas nécessairement Mimi, il y a des méditations pour le voyage astral et cherche à faire tout l'inverse de l'ancrage. Exactement, on peut avoir un but différent
suite à un état méditatif aussi. Un état méditatif, ça peut être un moment qu'on prend avant de faire un travail rituel, avant d'embarquer dans un moment plus cérémoniel. Tu sais, quand admettons qu'on veut faire vraiment une soirée dédiée à notre magie, à notre pratique, et qu'on va prendre, admettons, un bain pour se purifier ou se laver, c'est ça, de se laver, de se purifier avec l'eau ou avec des encens. C'est aussi un état, c'est un état physique, mais c'est aussi au niveau psychologique où est-ce qu'on entre dans une autre phase. Et ça, c'est un moment de méditation où est-ce qu'on choisit. Ça peut être quelque chose qui dure 5 minutes, ça peut être quelque chose qui dure 15 minutes, mais c'est se mettre dans un état aussi. Ça peut être, la méditation peut être comme un transfert entre mon monde de tous les jours et quand que je me transfère vers mes travaux aussi. Donc, ça peut être, l'entre-deux peut être un état méditatif. Ça peut être un moment où est-ce qu'on fait juste retrouver notre calme et retrouver, vers quoi que je m'en vais, tu sais, je me concentre vers mes travaux et c'est ça. Donc, l'état méditatif, peut-être, c'est ça, une espèce de moment transitoire aussi. Je pense que ça peut avoir aussi ça peut avoir cette appellation-là aussi. Je vais juste aller voir parce que je peux juste ouvrir Mimi Robert, quand je marche dans la nature, j'entre également dans une sorte d'état de conscience modifié, mais c'est différent de la méditation. J'ai les pensées qui vagabondent librement, alors que la méditation permet de les discipliner. Oui, voilà. Donc, c'est deux états qu'on peut appeler méditatifs. Mais c'est ça, dans deux contextes différents, dans deux buts différents aussi, où est-ce que des fois, c'est ça, comme Robert le dit si bien, où est-ce qu'on va se donner une certaine discipline à certains moments, et à d'autres, on va contempler ce qui passe, puis on va, c'est ça, comme je disais un peu avant, on va les réguler, on va les explorer, on va y réfléchir. Donc, tout ça fait partie des états méditatifs à laquelle on peut tendre. Avez-vous des moments dans l'année où vous explorez la méditation? J'ai très hâte de vous lire là-dessus. Artémis, l'été, je médite très, très rarement. Trop de travail. Mimi, pour ma part, je médite par période. Par contre, depuis que j'ai repris le Qigong, cela me fait beaucoup de bien. Le Qigong a beaucoup de similitudes avec la méditation, même si c'est de la gym. Ça me fait penser aussi, je sais pas, Mimi, si ça ressemble un peu au Tai Chi. J'avais commencé à pratiquer le Tai Chi, mais ensuite je suis déménagée puis j'avais pas trouvé d'autres groupes qui le faisaient. Mais il y a quand même des mouvements que je me rappelle puis que parfois sur ma terrasse l'été je me remets un peu dans ces mouvements-là. Puis je trouve que c'est aussi on parlait de position, de la posture, on parlait du corps, c'est des voies d'exploration qui sont vraiment intéressantes. Le Tai Chi, c'est vraiment comme une chorégraphie qui fait du bien au corps parce qu'elle nous permet elle nous amène à améliorer un peu notre équilibre, à avoir un mouvement lent aussi, donc ça améliore, veut pas, nos muscles un peu sur le côté endurance, tout en douceur, et on peut, c'est ça, plus en plus qu'on le fait, on devient un peu plus gracieux, et quand on connaît la chorégraphie par cœur, mais là, on se concentre vraiment sur notre moment présent, puis à faire nos mouvements, tu sais, d'une manière comme parfaite, on pourrait dire. Puis je trouve que ça nous amène dans une paix intérieure, des fois qu'on peut rechercher dans des méditations, est-ce qu'on va rechercher une paix intérieure, mais apprendre une chorégraphie telle que le Tai Chi, ça peut, je pense qu'on pourrait mettre ça dans le même panier. Mais c'est ça, le Qigong, j'ai l'impression,
parce que je me rappelle pas d'avoir vu ou ça fait très longtemps, mais ça donne cette impression-là que c'est un peu dans le même genre. Mimi, ok, c'est ça. Puis là, je vais vous lire en même temps que je reviens sur vos réponses. Donc, le Tai Chi est proche du Qigong. Le Tai Chi est déjà un art martial alors que le Qigong est de la gym. Ok, oui, parfait. Merci, Mimi, d'amener ces précisions-là. Oui, mais encore là, le Tai Chi, moi, je faisais pas de combat. C'était vraiment une chorégraphie, mais probablement qu'il y a peut-être un côté combat. Mais moi, ce que j'avais appris, c'était vraiment une chorégraphie. Donc, je continue de vous lire. Donc, moi, c'est par phase. Oxy, moi, c'est par phase, pas de période particulière. Quand je médite, j'aime bien la musique de La Vallée des Rêves de Logos. Ah, je vais prendre ça en note parce que je ne connais point. Oui, on n'a pas beaucoup parlé de la musique. En fait, j'en ai parlé très brièvement. Je vous ai parlé un peu de mon tambour. Moi, personnellement, j'aime faire la musique. Il y a certaines musiques aussi qui sont très planantes, qui sont très lentes, puis qu'on peut choisir en fonction un peu aussi de ce qu'on aime, puis de l'état qu'on désire aller. Puis oui, écouter de la musique, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça fait partie. Je suis de la team musique, oui, puis même que je fais de la musique puis je chante dans certains moments, surtout devant mon feu. Ouais. Ah, ok. Ah, intéressant, Mimi. Merci. Je suis très curieuse. Je vais aller voir ça aussi. J'aime ça échanger avec vous parce que justement, c'est ça, ça nous apprend, ça nous apprend plein de choses. L'échange, je trouve que c'est ça, c'est tellement bénéfique. Donc, pour explorer la méditation, si je t'avais lu, ok, tu nous as même partagé un lien. Alors, j'irai voir après l'émission. Merci beaucoup. Robert, alors, pas le moment précis, c'est lorsque j'en ressens le besoin. Il y a besoin de silence lors de la méditation, contrairement à Oxy qui apprécie la musique. Robert apprécie l'odeur de l'encens lorsqu'il médite, oui. L'encens, surtout, oui, l'encens nous met dans un état, hein, puis des fois, au travers de qu'est-ce qu'on explore dans notre moment de méditation, l'encens favorise la communication avec le monde invisible. Donc, ça peut des fois, c'est ça, dans notre choix d'encens, ça favorise aussi certaines énergies. Donc, totalement. Une chose curieuse, je n'aime pas les sons pour entrer en méditation. Par contre, le matin, avant de commencer le travail, j'arrive de bonne heure et je suis seule. Pendant à peu près 1 heure, je suis une méditation guidée, mais c'est une méditation rapide et de surface. Oui, on peut en trouver, je pense, sur YouTube. Sur Demoiselle étrange, j'ai écrit une méditation guidée que je pense que vous pouvez acheter à 1 ou 2 $. Qui justement a pour but de c'est un moment de transfert, un peu comme qu'est-ce que je parlais tantôt entre, tu sais, mon moment où est-ce que ma vie de tous les jours et où est-ce que j'ai envie de me retrouver à ma pratique, mais l'entre-deux, des fois, on peut avoir envie de pas penser à qu'est-ce qu'on doit faire, et de là était venue l'idée de vous écrire et de faire, c'est ça, une petite, pas un vidéo, mais de quoi de sonore, là, c'est ça. Je vous lis, en fait, j'ai écrit et je vous lis cette méditation pour ce transfert entre la vie de tous les jours et le travail magique. Donc, oui, c'est intéressant.
Pareil que Robert, pour Artémis, je n'aime pas avoir de musique pour méditer. Je préfère le silence. Amulus, je suis comme Robert. Il n'y a pas de moment particulier lorsque je me sens un peu patraque. Je médite. C'est un peu comme quand la maison est en désordre. On la range. C'est bien dit. Et Robert qui rajoute, j'ai écrit que je n'aimais pas les sons pour méditer. C'est pas tout à fait exact. Des sons de gong, de cloche. Les bols tibétains. Écoutez, je suis allée à un moment donné avec des amis. On est allé faire une exploration. C'était une séance de bols tibétains. Donc, on était installés par terre, couchés avec une couverture, couchés sur le dos à recevoir un concert de bols tibétains. Et tu parles de gong, Robert. C'est la seule fois que j'ai expérimenté le son du gong. C'est à ce moment-là. J'étais allée 2 fois à ces séances-là qu'une amie faisait. La première fois, elle l'avait pas. Et la deuxième fois, c'est son amie qui faisait le chant qu'elle avait invité, qui avait apporté son gong aussi. Et le son, wow, quand tu es dans un état méditatif, et c'est ça, que tu explores le son des bols tibétains, une voix magnifique, et que là, le son du gong arrive, et avec aussi des sons de tambour qu'on venait nous faire au pied là, pour nous enraciner. C'était, mon Dieu, c'était une magnifique expérience. C'est un instrument qui est qui est plein de profondeur. Ça me rappelle aussi les voix caverneuses de certains moines bouddhistes, des fois, quand ils chantent les mantras. J'avais rencontré un moine, j'étais allée l'écouter puis vivre un moment justement de méditation, et ce monsieur-là avait une voix caverneuse. C'était assez impressionnant. Fait que ça me rappelle ce genre de son-là. On dirait qu'il vient un peu d'ailleurs, le gong. Ça me fait penser un peu à ça. C'est cette impression-là que ça vient d'ailleurs, tu sais. Les vibrations, on dirait qui vont vibrer entre les mondes. Hein? C'est comme si les murs devenaient liquides pendant un instant. C'est l'impression que ça me donne. Concernant la partie explorée du live sur les runes, Artémis, les postures avec les runes sont très intéressantes. Dans les livres de Galdor Séchador qu'elles sont expliquées. OK. Moi, j'ai un autre auteur, je pense qu'il s'appelle comme Tornaldson, mais là, je veux pas dire quelque chose de pas vrai. J'avais mon livre juste à côté, je sais pas pourquoi il est disparu, probablement parce qu'il voulait pas que je parle de lui. Mais oui. Donc, Galdor, j'irai voir. Après, je ne pense pas que les Scandinaves, dans leur pratique et connexion au Dieu, devaient faire cela. Non, c'est ça. C'est quelque chose qui est contemporain au niveau des runes. En fait, on ne sait pas. Mais il y a rien. Tu sais, ce qui nous reste des peuples nordiques, c'est les sagas. Donc, ça n'a pas été rapporté dans ce sens-là. Mais si ça l'a été, ben ça a été perdu et peut-être retrouvé par des personnes contemporaines qui ont associé, c'est ça, cette exploration des postures dans d'autres voies, puis qui les ont appliquées au niveau runique. Mais je trouve ça vraiment chouette. Faut pas juste honorer les anciennes manières de faire. C'est toujours quelque chose c'est comme la créativité, l'imagination, la magie. C'est les seules limites qu'elle a. C'est notre imagination puis notre créativité, tu sais. Au final, en dehors de tout ce qui est cérémoniel et tout ça, notre manière de le vivre au jour le jour, mais c'est ça nous appartient à ce niveau-là. Puis je trouve que ça a sa place, tu sais, quand on voit que ça fait du sens, pourquoi pas. Alina qui demande, avez-vous une position préférée pour faire vos méditations? Mimi, assise, le dos droit, mais les jambes allongées et un plaid sur moi car j'ai souvent froid. Oui, c'est souvent, surtout couché quand on passe un certain temps aussi. Ben même assis. Oui, c'est une bonne idée d'avoir une couverture pour être confortable.
Assis le dos droit sur une chaise, plus assez souple pour opter la position du lotus. Oui, la position du lotus qui est pas toujours évidente. Et oui, c'est tout aussi bien être assis sur une chaise. L'important, c'est d'être confortable. Pas trop confortable pour s'endormir, mais assez confortable pour pas, c'est ça, là, avoir à se déplier puis avoir du mal après, là. Donc, respecter les limites de notre vaisseau, hein, qui nous transporte jour après jour. Faut en prendre soin. Oxy, coucher sur le dos et les bras le long du corps. La corrélation avec le voyage astral, parce que si tu quittes ton corps pour aller dans l'astral, ton corps ne doit pas tomber. Oui, excellent point, Oxy, surtout quand c'est dans cette optique-là. Et Artémis, assise en tailleur au sol ou assise sur une chaise, parfois allongée. Cela dépend de l'objectif de méditation. Je m'assois sur un coussin de yoga. Quand on fait des méditations sonores, hein, parce que je fais ça avec des amis pratiquants, on va être assis par terre en rond pour faire ça. Donc dans ce temps-là, oui, on est assis par terre ou sur un petit coussin, hein, pour être confortable. Sinon, j'aime bien être couchée. Donc, tu sais, comme le corps complètement au repos et comme on dirait que là, j'ai pas besoin de penser à mon corps, je me sens pas bien, ce genre de choses-là. Je suis rendue inconfortable, je reste couchée. Donc, parfait, Alina, merci. J'ai un petit message par rapport à Mimi qui voulait me passer un lien sur le Qigong. Donc, merci beaucoup. Je vais pouvoir explorer ça après l'émission. Merci infiniment. N'hésitez pas à me partager vos choses comme ça me fait toujours plaisir. Donc, c'est ça, moi, pour ma part, j'aime beaucoup. Mais sinon, pour des méditations qui sont quand même un peu plus courtes, tu sais, quand je me dis, je fais une méditation sur tel sujet ou puis des fois j'ai des temps courts qui donc très c'est quasiment comme lancé dans l'univers un peu. Je vais être assis ou même debout, mais sinon pour des choses qui sont plus c'est ça dépend. Pour le tambour, des fois je suis assis, des fois je suis debout. Mon autel est quand même assez haut aussi, donc quand que je fais des choses devant mon autel, je vais être debout, mais devant mon petit poêle à bois, devant mon feu, je vais être assise. Donc ça dépend vraiment des contextes. L'important c'est d'être bien, tu sais, puis que ça fasse du sens, tu sais. Arrivez-vous à ne penser à rien? Alors, j'explore vos réponses. Oxy qui dit oui, mais pas longtemps. J'essaie de maintenir un « dans ma tête, mais mon cerveau n'arrête jamais. D'accord, Mimi. Ma prof de Qigong nous dit qu'il faut accueillir les pensées et les laisser partir comme les nuages dans le ciel sans y prêter plus attention. Perso, je trouve que lorsqu'on se focalise sur sa respiration, sur une partie de son corps, ça permet de mettre son cerveau en mode off. Oui, parce que ça nous ramène au moment présent. Et nos pensées, souvent, viennent de ce qui s'est passé, mettons, dans la journée. Tu sais, j'arrive du travail et tout ça, puis là, je veux méditer. Des fois, je me retrouve dans une espèce de moment de transition. J'arrive du travail et donc c'est passé des choses au travail. Puis on dirait qu'on a besoin des fois de revenir sur certaines choses. Il y a quelque chose qui nous a perturbés un peu dans la journée ou dans notre travail, quelque chose qu'on n'était pas entièrement satisfait, puis on y retourne. Donc si j'arrive de travailler et que je me mets en méditation, ben ces petites choses-là sont pas nécessairement réglées. Puis je sais pas qu'est-ce que je vais manger pour souper. Donc, je vais explorer mon futur, tu sais, pour régler ça. Fait que, tu sais, il y a des moments aussi qu'on devrait peut-être mieux choisir, qui fait que c'est plus facile de voguer dans notre passé ou notre futur. Et donc, de se ramener à sa respiration, de se ramener à son corps présent, où est-ce que je suis présentement, mais ça va comme tamiser
les lumières du passé et du futur proche qui viennent un peu nous titiller. Donc, il y a de ça aussi, choisir le moment opportun pour la méditation. Puis enfin, Artémis, c'est dur, mais comme dit Maggie, être d'un coup dans un moment dans le flou, ne penser à rien, ça m'arrive. Mon mental est quand même beaucoup présent. Oui, c'est souvent aussi, on s'en rend pas compte, et ça arrive des fois aussi, c'est ça, dans des trucs monotones qu'on fait. Puis des fois, ça l'accompagne une fatigue. Puis c'est dans ces moments-là, drôlement, c'est dans ces moments-là que j'ai des moments de télépathie vraiment courtes. Des fois, c'est comme, on dirait, quand j'étais avec une autre personne, puis dernièrement, ça l'arrive avec mon garçon, puis à chaque fois, il leur note, il trouve ça drôle, surtout en fin de soirée, quand il est proche du dodo, où est-ce que on pense à quelque chose en même temps, puis c'est comme si je réponds à sa question ou que lui répond à ma question que j'avais dans la tête, puis qu'on trouve ça, on trouve ça drôle, tu sais, puis c'est ça. Donc, je vais juste Edred Thorson, oui, c'est exactement ça. Edred Thorson. Le livre que j'ai chez moi, je pense qu'il y en a au moins 2. Puis oui, il explore ce côté-là. Puis celui que j'ai chez moi, que j'aime vraiment beaucoup à lire de Edred Thorson, j'aimerais me procurer l'autre aussi, mais il n'était pas disponible au moment que je voulais l'acheter. Mais c'est Rune Laure que je me réfère vraiment beaucoup. Et je trouve que ses livres sont vraiment, vraiment intéressants. C'est pas le seul auquel je me réfère au niveau de la magie runique ou au niveau de la mythologie nordique et tout ça. C'est plus spécialisé au niveau des runes, mais c'est un auteur hyper intéressant qui, oui, explore aussi le yoga runique. Je vais regarder un peu plus haut parce que là, je vous lisais, puis là, je vois des choses passer, je prends du retard. Ah, il va falloir que je m'améliore à ce niveau-là. Oups, qu'est-ce que je viens de faire? Alors, je fais des niaiseries en un instant. OK. Ah, mon Dieu, attends. Bon, Alina, si jamais tu as vu des questions, oui. Je suis un peu perdue. Je t'ai envoyé... Je vois qu'on parle de tarot. Est-ce que je suis à la bonne place? Oui. En fait, oui. Je t'ai envoyé une capture parce qu'à un moment donné dans l'émission, en première partie, tu as demandé « Arrivez-vous à ne penser à rien ?» Oui. Je viens d'en parler de ça. J'avais 3 réponses. Est-ce qu'il y a eu des réponses de plus? Ah, d'accord. Alors, j'ai pas suivi. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi juste voir. C'est ça, je vois qu'il y a ah, ok, attends. Les paroles, non, c'est ça. Donc, au niveau de qu'est-ce qu'on vient de dire, c'est parler, c'est fait. Sinon, je vais retourner un peu sur le chat, mais là, oups, attendez un petit instant. OK. Donc, je vais juste... bon, on parle de Qigong. Oui, Team Music. OK, c'est pas si pire. Parce que j'ai vu des choses passer, là, mais j'étais là, on parle de tarot. J'étais comme, mon Dieu, je suis rendue perdue. Mais ça va. Non, mais des fois, ça échange d'autres sujets, puisque c'est après... Oui, on avait Lisa. Il y a une autre chose que je voulais, que j'ai pas explorée, que je voulais vous noter aussi par rapport à la méditation. Au niveau du contemplatif, je trouve que la méditation, on l'utilise, puis c'est hier soir que ça m'est apparu dans les arts divinatoires. C'est des moments de contemplation, c'est des moments méditatifs où est-ce qu'on focus,
quand on parle de scrying, le scrying qui est de regarder un reflet de miroir noir bien souvent, ou le reflet de l'eau dans un bol d'eau, quand on regarde ça, au niveau aussi même du feu, quand on fait de l'observation de chandelles, bougies, ou d'un feu à l'extérieur, ou comme dans mon cas, de mon poêle à bois, c'est des moments d'art divinatoire qui demandent aussi ce genre d'état-là, puis qu'on essaye, je pense aussi, d'aller explorer un peu plus loin que l'état méditatif, ce qui nous ramène encore proche de la transe. Donc, on en revient un peu à ça. Quelle est la prochaine étape? Une fois qu'on est bien dans l'état méditatif, puis qu'on est dans des travaux magiques, ben c'est ça. Il y a la transe. On en parlait tantôt par la posture, mais c'est ça. Puis j'ai vu, il y a quelqu'un aussi qui parlait un peu plus tôt des voyages astrales. Comment les atteindre? Ben c'est un petit peu dans cette même exploration-là, d'être capable, c'est ça, de plus avoir à penser au monde matériel, à notre corps, et de laisser complètement l'esprit voguer le plus possible. Puis sinon, il y a quand même aussi, si on parle de tatouage ancestral, c'est des états aussi qui nous amènent à pratiquement des transes, qui est au-delà de la méditation, parce que les anciennes manières de tatouer sont douloureuses, on va se le dire. Et c'est souvent aussi des tatouages, je pense exemple aux Maoris qui viennent à avoir le corps plein de tatouages, avec des grands tatous, des grandes pièces sur le corps qui sont très significatives. On pense aussi même au tatouage facial des femmes, exemple dans les communautés plus nordiques. C'est douloureux dans le visage, tu sais. Puis je me rappelle d'une vidéo, c'était magnifique. Il y a une femme qui recevait son tatouage tribal en relié aux croyances de sa communauté et ancestrale et tout ça. Et la communauté était autour d'elle pendant qu'elle recevait ce tatouage-là. Et donc, elle était... J'observais ça et je trouvais ça magnifique. Il y avait la communauté qui chantait des chants des chants qui viennent de leur communauté depuis toujours. Donc, quelque chose de très répétitif, quelque chose que toutes les femmes vivent à un moment donné, pour ce rite-là en particulier. Donc, tu as ça, les dizaines de voix qui chantent quelque chose qui est chanté depuis des centaines d'années, et tu reçois un tatouage qui te ramène à ton état matériel et de douleur, mais en même temps, la douleur... les personnes qui ont reçu déjà des tatouages, c'est spécial comme sensation. Au début, ça fait mal, puis à un moment donné, on dirait que notre corps va sécréter des hormones, de l'adrénaline et tout ça. Et on a un état qui change. À un moment donné, ça se stabilise. Puis donc, tu te retrouves dans cet état-là à recevoir quelque chose qui est important pour toi et des personnes autour de toi qui t'aiment et qui chantent. Tu sais, c'est un rite vraiment, vraiment beau, et on le sent quand que la personne a fini de recevoir ce tatouage-là. Le temps qu'elle s'assoit et qu'elle se lève, ça prend un certain temps, puis on le sent que la personne a reçu un certain voyage au travers de tout ça. Donc, ça, c'est des cérémonies qui nous amènent dans des états encore plus loin, tu sais, que qu'est-ce qu'on se pratique à avoir au niveau de la méditation. Puis je trouve ça magnifique de découvrir ces rites-là qui explorent justement cette espèce de
de transcendance de l'esprit sur le corps en travaillant plusieurs perceptions sensorielles. Puis que l'esprit, c'est ça, se retrouve un peu à voyager. C'est comme un cadeau que tu reçois. Donc, c'est très fort et très précieux. Donc, oui, merci Alina. Je vois que tu as partagé mon courriel. N'hésitez pas. Il nous reste juste un 15 minutes ensemble. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur mon courriel. Alina l'a partagé dans le chat. Maggie, maggie.natureocculte@hotmail.com. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées de sujets d'exploration qu'on pourrait faire ensemble, que je pourrais faire avec vous dans un futur proche, ça va me faire plaisir de considérer tout ça aussi. Donc, je vous lis un petit peu. Sinon, est-ce que j'avais... oui, il y avait un autre petit point que j'avais pas eu le temps d'explorer avec vous. Je suis aussi, au niveau de Demoiselles étranges, dans notre groupe, dans le groupe Nature Occulte. Ce sont nos 2 groupes Facebook. Et selon votre intérêt, vous pouvez adhérer au groupe Magie naturelle qui explore un peu les connaissances de base de la magie naturelle. Et vous avez un côté exploratoire qui est un peu plus philosophique, qui est axé un peu plus sur la recherche, l'étude, et donc ça s'appelle Nature Occulte. Et dans ce groupe-là, on commence à explorer des groupes d'études. Et donc, à travers le dernier mois, le mois de novembre, j'ai fait un peu des recherches au niveau de la méditation. J'ai beaucoup réfléchi. Et le sujet du groupe d'études est la manifestation. Et drôlement, on m'a montré à travers mes livres, parce que je souffre de bibliomancie, dans le sens que ça m'arrive quand même assez régulièrement de recevoir un peu des réflexions ou des pistes au travers des livres. Donc la bibliomancie est très proche, très présente dans ma vie, tout comme les livres. Ça fait du sens que les énergies usent de ce stratagème pour communiquer avec moi. Et c'est ça, la manifestation. Les 2 sujets sont imbriqués un dans l'autre parce que un état méditatif, je pense que c'est ça, dépendamment comment qu'on l'utilise. On a exploré toutes les voies tantôt. Quand que tu règles des choses au travers des contemplations que tu fais, du temps que tu mets sur, c'est ça, régler ces petites choses à l'intérieur de soi, se questionner et amener nos réflexions plus loin. Quand on les règle, ça laisse, on dirait que on libère un espace. Et quand on libère un espace en soi, c'est un peu comme une invitation. Une invitation à passer à un autre cycle, à passer à un autre niveau, on pourrait dire. Et donc, c'est selon, c'est ça, nos voix, nos croyances, mais moi, ma pensée profonde à ce niveau-là, quand que je règle quelque chose, que je termine un cycle, au niveau, tu sais, par la méditation, entre autres, mais aussi dans l'action, parce qu'on médite nos gestes, nos réflexions et tout ça, mais il faut passer aussi à l'action. Ça fait un cycle comme ça. Et quand on règle certaines choses, ça laisse de la place. Ça laisse de la place à des manifestations. Ça laisse de l'espace pour recevoir des énergies
qui nous environnent, de passer à la prochaine étape, de passer à une autre exploration. C'est ça. Donc, quand on fait le ménage, ça fait de la place. C'est la même chose dans notre esprit. Et je pense que les états méditatifs vont nous aider à ça aussi. Donc, c'est ça a été un petit peu l'espèce de tressage qui s'est fait entre mes 2 études du mois. Ça en était tellement intense que ça venait, c'est ça, à certains moments, ça s'imbrique, puis c'était vraiment incroyable. Donc, je vous invite à vous lancer dans des études comme ça sur des sujets. C'est vraiment intéressant. Puis même au niveau de la méditation, je vous invite à explorer si vous avez une manière de faire, mais peut-être si dépendamment, hein, des fois on est bien avec notre manière de faire. Ça fait longtemps qu'on le fait et c'est bien comme ça. Mais j'espère que pour d'autres personnes qui sont peut-être plus en exploration, que ça vous aura ouvert des petites portes comme ça pour explorer. Ça nous permet aussi, en sachant toutes ces choses-là, de nous adapter sur le moment, sur nos besoins. Tu sais, je m'en vais dans un chalet avec la famille pendant le temps des fêtes. Clairement, on est 20 dans un chalet. Clairement qu'on n'aura pas d'espace de méditation tranquille, mais le set spot dans ce temps-là est tout dédié. Hein? Je m'habille chaudement, je m'amène une couverture et je m'en vais à l'extérieur faire un set spot, faire une contemplation méditative pour utiliser d'autres mots qui pourraient très bien définir la même chose. Puis on y va, on n'a pas besoin de s'empêcher, donc ça nous permet de nous adapter à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on avait d'autres... Ah oui, je vois Artemis qui nous parle. Ah oui, chacun de mes tatouages, je rentre dans un autre état. Je ne sais pas si c'est une déconnexion de mon esprit avec mon corps, mais en tout cas, je ne ressens plus les aiguilles. Oui, exactement. Au début, c'est drôle, hein? Au début, ça me fait comme « Ah, c'est quoi l'idée de me faire tatouer? » Mais je passe par-dessus ça, puis mon petit cœur qui commence à battre plus vite, puis après ça se régule, puis c'est correct. Il y a certains endroits qui restent comme vraiment très sensibles et qui restent un défi à pas bouger, puis à rester focus. Mais en même temps, ça dépend comment qu'on le voit, là. Moi, personnellement, j'accueille la douleur parce que chaque tatouage a une symbolique à mes yeux. Donc, c'est ça dépend aussi comment qu'on le voit. Mais le tatouage, ce serait quasiment un beau sujet, peut-être pas d'1 heure, mais même encore, on pourrait être surpris, ça pourrait être un sujet très intéressant. Ouais. Robert, il me semble que la méditation est une base pour toute pratique magique. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est quelque chose à laquelle on devrait tendre. Alina, tout à fait. Pour moi, si on ne pratique pas la méditation, ça devient compliqué pour la suite. Oui, exactement. La méditation nous entraîne à visualiser, comme tu dis si bien, Alina, visualiser, comprendre, établir nos intentions, ralentir l'esprit aussi. Ça nous entraîne, c'est ça, à un ralentissement, je pense, qui est important, qui nous permet de se connaître mieux soi-même. Donc, ça nous permet aussi d'apprendre à ne pas être dans une réaction spontanée. Puis ça, c'est quelque chose, je trouve, des fois qu'on nous apprend pas nécessairement, qu'on se retrouve des fois à devoir apprendre soi-même. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre soi-même et la méditation nous permet justement d'explorer ces choses-là qui nous sont mal connues. Ça me rappelle quand que j'étais adolescente, j'avais cette pensée magique-là que quand j'allais devenir un adulte à 18 ans, qu'il y a des choses qui allaient se placer d'elles-mêmes, l'espèce de pensée magique, tu
sais, puis d'arriver dans le monde des adultes en comprenant soudainement des choses. Tu sais, on a cette impression-là, là, quand on est jeune, je sais pas, j'étais peut-être juste naïve aussi. Mais quand je suis arrivée à mes 18 ans, il y a personne qui m'a rien expliqué. Puis je me suis aperçue qu'il y avait des adultes qui étaient enfants, en fait, pas mal plus enfants que moi, ou adolescents dans leur manière d'agir. Donc, j'ai compris assez rapidement que le monde des adultes, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de traverser un âge en particulier. C'est un apprentissage quotidien de soi-même, puis qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être adulte aussi pour le faire, mais déjà l'adolescence est quand même assez éprouvante pour la plupart d'entre nous. Mais oui, on pense que ça va se tasser avec l'adulterie, mais non, c'est d'autres défis. Mais ouais, j'étais un petit peu tombée des nues à entrer dans le monde des adultes, puis à m'apercevoir qu'il y a rien vraiment qui changeait, que c'était à moi à continuer à faire mon travail. Donc, oui, rediffusion de l'émission jeudi 30 novembre. Et je vais vous parler, oui, c'est ça, il nous reste quelques minutes pour la prochaine émission. Ah, j'ai eu un flash parce que, voyez-vous, on vous prépare des choses pour le temps des fêtes, pour le solstice d'hiver, nos célébrations de Yule, notre célébration de retour de la lumière, parce que là, il fait encore de plus en plus noir, mais c'est déjà presque fini. Il nous reste un mois, puis après ça, le soleil revient doucement. Et je me demandais qu'est-ce que je pouvais explorer qui vous ferait plaisir. J'ai pas posé la question à personne, là, mais j'ai soumis la chose à Alina. Et il se trouve que c'était une super idée. Et si jamais vous avez... en fait, je vais vous dire le sujet, puis ensuite, je vous dis ce que j'allais vous dire. Donc, le sujet de la prochaine émission, ce sera un melting pot de recettes. On va parler de recettes du temps des fêtes, des célébrations de Yule, que ce soit plus rituel, cérémonie, ou plus pour partager avec notre famille qu'on chérit. Donc, ce sera des recettes. J'aimerais aussi explorer les épices, des symboliques par rapport à certaines épices, mais tous reliés au temps du solstice d'hiver. Si vous avez une recette chouchou que vous aimeriez que je partage, parce que c'est ça, ça va défiler tout ça pendant 1 heure, puis ensuite, c'est ça, on va parler bouffe ensemble, et je vais continuer à vous partager ça au courant de la 2e heure, et c'est ça, si vous avez des recettes chouchou qu'on pourra peut-être mettre, là, je dis ça à brûle pour point, Alina, je veux pas, mais peut-être qu'il y a des recettes qu'on pourra mettre sur le site Internet ou ce genre de choses-là. Si jamais vous avez, c'est ça, ces recettes-là chouchou que vous voulez nous envoyer à l'avance, je dis ça comme ça, on verra, mais ça serait chouette dans le meilleur des mondes, mais c'est ça. Donc, ce sera notre sujet et ce sera le samedi 23 décembre. Donc, vraiment juste avant Noël. Donc, si jamais il y a une recette que vous faites, wow, vous allez pouvoir avoir le temps tout juste le lendemain d'aller chercher les ingrédients magiques. Peut-être que vous les aurez à la maison aussi. On va essayer de pas explorer des choses avec des ingrédients douteux ou hors prix, des choses qui sont des choses qui sont faciles d'accès. Et donc bon, Alina, tu me confirmes oui, qu'on va pouvoir partager ça même dans la newsletter, et c'est ça, vous pourrez faire des propositions de recettes. Donc, je répète pour les auditeurs, Maggie, MAGGIE.natureocculte, tout en un mot, à hotmail.com. Donc, ça tire à sa fin cette émission. Il nous reste à peine 5 minutes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire
pour c'est ça, vos commentaires et tout ça. J'espère que vous avez aimé l'émission. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose? Mais non, je suis à court. Ah, Alina, avais-tu une dernière question comme ça qui te brûlait les lèvres? J'en ai tellement des questions. On parlait un petit peu de voyage astral. Tu as déjà eu des expériences de voyage astral? Non, j'ai déjà essayé et ça m'est pas arrivé. Non, j'ai pas ce don-là, je pense. J'ai de la facilité à aller retrouver mon espace mental que j'ai créé au niveau de la nature. Tu sais, des fois, on s'invente, c'est ça, on se crée un monde, un petit univers, un espace où est-ce qu'on va relaxer, je te dirais, où est-ce qu'on va dans un deuxième état méditatif. Mais non, pas de voyage astral, malheureusement. Puis c'est pas faute de pas avoir essayé. Oui, je comprends. Autre question, tu es plutôt de la team musique ou team sans musique alors? Par rapport à la méditation? Oui. Ah, je suis les deux. Ouais. Je pourrais pas choisir parce que autant j'aime le silence quand je vais dans l'hyper moment présent que des fois j'aime le côté un peu trance de mon tambour, surtout quand je suis devant le feu. Donc ça dépend vraiment de quel type de méditation, de quel type de contemplation que je vais. Ouais. Alors, quand tu, au niveau de tes positions, le plus souvent quand tu médites? Assis, ça l'arrive souvent. Puis parfois couché. Ouais. Plutôt assis, sur le ventre plutôt sur le ventre ou sur le... Non, sur le dos. Sur le dos. Ouais. D'accord. Et ta rune préférée? Ma rune préférée. Je t'en pose des questions, hein? Oui, c'est correct. Ma rune préférée, je te dirais Kenaz parce que c'est elle qui représente le plus les artisans. D'accord. C'est pas la plus jolie entre guillemets là. Tu sais, c'est juste un petit V sur le côté, mais c'est ça, c'est l'exploratrice du monde artisan, donc je l'aime beaucoup pour ça. D'accord. Alors, moi, personnellement, je suis encore pas très rune. Je me suis encore pas attelée à ça. C'est comme la lithothérapie, je découvre petit à petit. Donc, de voir un peu vos retours là-dessus, c'est sympa. Oui. Puis, je suis pas... je trouve que j'en ai encore beaucoup à apprendre par rapport aux runes. Je trouve que c'est une exploration qui est lente. Mais ça dépend comment qu'on le fait. Mais personnellement, j'attends de les rencontrer. T'sais, quand j'ai besoin de faire une pige puis que je me retrouve à piger une rune que j'ai pas, que je connais pas, c'est l'occasion pour moi de mieux la connaître et tout ça. Comme c'est ça. Justement, j'ai travaillé sur un sigil / avec des runes dedans cette semaine par rapport au groupe d'études que je parlais un peu plus tôt là, au niveau de la manifestation. Puis c'est ça m'a permis d'explorer 2 runes, d'en revisiter une puis une que j'avais jamais vraiment travaillé avec. D'accord. Ah oui, donc il y a quand même des choses qui se passent concrètement quoi, petit à petit quoi. Oui, c'est ça. Je garde cette exploration-là organique. Il y a certaines explorations qui sont très linéaires, puis d'autres qui sont plus organiques. Puis pour moi, les runes, ça a quelque chose de très organique comme approche. Ouais. En tout cas, Maggie, franchement, c'était une émission magnifique. Je sais pas si tu regardes le chat là, mais il y a eu plein de retours qui disent oui, très belle émission, super Maggie, très belle émission. Donc, oui. Non, j'adore. On découvre petit à petit l'observatoire en Scorpion. Vous allez voir, hein, ça va être merveilleux. Puis en plus, alors, au mois de décembre, le 23, tu vas nous faire découvrir des recettes. Donc ça va être génial.
Oui, c'est ça. Moi, je rentre en recherche intensive à achaler toutes les pratiquants autour de moi, puis aller explorer mes livres, puis à toutes vous sortir ça. Puis pour ceux qui voudront partager aussi, on va tout mettre ça ensemble. Puis ça va être, on n'aura plus faim en sortant de l'émission du 23 là. Et surtout que normalement c'est Noël, hein, c'est le réveillon de Noël, donc ça va être. Ben oui, faisons-nous plaisir. Je pense même que je vais me faire un petit pot avec du cèdre dedans, puis des morceaux d'orange pour que ça sente bon dans la maison pour me mettre dans le mood. Énorme. Ouais. Bah écoute, franchement, merci beaucoup ma très chère Maggie pour cette magnifique émission. Comme tu l'as dit tout à l'heure, donc rediffusion donc intégrale de l'émission jeudi prochain entre 16h et 18h. Et après quoi en podcast replay sur la chaîne YouTube Antasia TV. Est-ce que tu as un petit message de fin pour l'émission? Ben merci d'avoir été là. Puis on se revoit pour le solstice. Tout à fait. Plein de gros bisous, belle fin de journée à toi et belle news enchanteur. Oui, merci Alina, merci à tous. Belle fin de soirée.